Bienvenue dans ce nouveau numéro de e-Talk. L'émission est consacrée cette fois-ci à la question des violences policières et du vivre ensemble, la citoyenneté, grosso modo. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, François Diorper, qui est historien, ancien membre du Comité national pour la mémoire de l'esclavage. Il est aussi enseignant à l'université de Cergy et membre du laboratoire Bonheur. Et quand je dis université Cergy, c'est plutôt l'université CY. Il est, entre autres, auteur de plusieurs livres, je n'en citerai que deux, France blanche, colère noire, Nos ancêtres ne sont pas gaulois et Avenir, une histoire mondiale du bonheur. Bonjour François. Bonjour Louis, ça va? Très bien, très Ouais, bien. Tu as suivi, comme tout le monde, hein, la dernière actualité ouais. qui est marquée par cette vague d'indignation liée à l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Et le dernier épisode en France a été cette fresque à Mhm, Stein, mhm, sur laquelle on retrouve à la fois Adama Traoré et George Floyd. Elle n'est pas très bien reçue par les policiers et encore moins par les politiciens. Quel mhm. commentaire tu peux en faire? Depuis la mort de George Floyd, il y a effectivement un mouvement qui est un mouvement international, hein, qui ne concerne pas seulement la France. On l'a vu au Royaume-Uni, on l'a vu aux Pays-Bas, on l'a vu en Belgique. Un peu partout dans le monde, les gens se lèvent et disent non au racisme. Et c'est ça le point commun entre la situation américaine et les situations des autres pays où il y a ce mouvement de révolte. Et tu auras peut-être remarqué que sur les plateaux télé français notamment, beaucoup de gens disent mais ça n'a rien à voir. Les polices ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas organisées de la même manière. Le nombre d'homicides de la police française, une dizaine par an, et sans comparaison avec le plus de milliers d'homicides de la police américaine. Mais en fait, c'est pas de ça dont on parle. Les manifestants ne disent pas c'est exactement la même chose. Ils parlent d'une chose, ils parlent du racisme. Et ils disent ce racisme, il existe aux États-Unis, et vous avez dénoncé la veille le racisme aux États-Unis, mais quand le lendemain on vous dit qu'en France il y a des situations semblables de racisme, y compris dans la police française, eh bien là ça dérange et là vous nous dites ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout la même chose. Vous ne pouvez pas être un antiraciste quand le racisme est aux États-Unis et lorsque cette question se pose en France, eh bien faire la politique de l'autruche. Et qu'est-ce qu'on peut penser de cette réaction des policiers qui veulent, grosso modo, censurer? C'est ainsi que les personnes qui ont pris l'initiative le prennent, censurer cette fresque qui a été dévoilée à Stein. Alors, je ne parlerai pas des policiers en tant qu'humains, en tant que personnes, même dans leur métier. J'ai beaucoup d'amis dans la police, d'amis de toutes les origines d'ailleurs. Il y a aujourd'hui dans la police française des policiers qui sont d'origine africaine, qui savent un peu de quoi on parle et qui savent que la situation elle est très compliquée. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un problème dans la police comme il y en a dans beaucoup d'institutions. Sauf que quand vous êtes policier, bien, vous intervenez auprès de la population et vous devez avoir une conduite irréprochable. Donc par exemple, lorsque les syndicats de police disent « oui mais nous on nous insulte également, c'est quand même… » et puis on est agressé. Mais quel rapport il y a entre l'agression de policiers et le fait qu'il puisse y avoir du racisme dans la police? Ça n'a absolument rien à voir. En fait, il y a, quand on appelle ça un racisme systémique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot un peu compliqué pour dire que le racisme, personne ne va contester qu'il a au moins existé dans une grande partie de l'histoire de France, la période de l'esclavage, la période de la colonisation, et que ça s'est prolongé dans les institutions. Ça s'est immiscé dans les institutions. Et ça, c'est un point commun entre les États-Unis et la France. Alors, pas de la même manière. La police américaine, c'est une police qui était anciennement des brigades d'esclaves, qui allaient chercher des esclaves. La fameuse police d'État des Texas Rangers, eh bien, c'est issu d'un groupe blanc qui tuait les Comanches, les Indiens Comanches, dans les années 1840. Donc là, on a une ligne de répression extrêmement forte, mais en France, cette police, elle est aussi issue du mouvement de répression, par exemple, des mouvements indépendantistes, du mouvement de décolonisation. Donc ça existe à l'intérieur du système. Et donc, il ne faut pas le nier. Il ne Il y a s'agit eu pas une de police dire… également des Noirs en Mais France. bien sûr, il y a une police des Noirs, et tout ça, l'historien le montre, invite à lire ces chapitres d'histoire, pas pour se mettre la tête dedans en disant ça va tout le temps être comme ça.
on est tous d'accord pour dire il faut que la page se tourne le plus vite possible. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait par exemple qu'il y ait une formation beaucoup plus importante. Je prends un exemple. Ce qui se passe chez les pompiers de Paris et ce qui se passe dans la police française. Chez les pompiers de Paris, vous pouvez avoir à l'intérieur des pompiers de Paris peut-être parfois un mot qui dérape. Il y a peut-être une tradition aussi de sexisme. Ce sont les meilleurs Oui, pompiers du monde. Je ne oui, suis pas oui. en train de les stigmatiser. Mais dans leur attitude, dans leur conduite, dans leur action, que vous soyez de n'importe quelle origine, il y a exactement la même action. Si vous voulez, ce qui compte, c'est pas ce que les gens ont dans la tête. Moi, que mon voisin soit raciste, j'en ai à peu près rien à faire. C'est pas grave, c'est l'école. Et j'espère que ses enfants seront moins racistes que lui. Par contre, si ce monsieur prend son pistolet le matin pour aller occuper un métier qui s'appelle policier, ou si ce monsieur prend sa craie ou son tableau blanc pour aller enseigner, et s'il est professeur, ou s'il est travaille dans le logement pour dire qui doit occuper tel ou tel logement, là ça me pose un problème parce que son racisme se transforme en discrimination. À la limite, qu'il garde ses préjugés dans sa tête, très bien, mais dans sa conduite, il doit être irréprochable. Un pompier de Paris, si vous êtes sur le sol, que vous soyez noir, blanc, maghrébin, il va vous faire du bouche à bouche, il va vous faire les gestes qui sauvent. Peu importe quels sont ses préjugés. Pour la police, ça doit être pareil. Ça ne veut pas dire que tous les policiers sont racistes, très loin de là. Mais ça veut dire que ça existe. Ça a été objectivé par la recherche. Les collègues chercheurs, notamment du CNRS, l'ont montré. Quand vous êtes français et que vous êtes d'origine africaine, vous êtes, vous le savez, presque 15 fois plus contrôlé, de 5 à 15. C'est la même situation qu'aux États-Unis. Vous savez qu'on a montré, et aux États-Unis, on a fait un arrêt sur, vous savez, les policiers qui arrêtent les gens dans leur véhicule. Parce qu'on ne peut pas faire des contrôles d'identité comme ça aux États-Unis. Eh bien, on a montré, et c'est sur des milliers, dizaines de milliers de l'arrêt de la circulation. Et sur ces dizaines de milliers d'arrêts de la circulation, on a montré que pour le même délit, puisque là, il n'y a même pas de délit, c'est un arrêt de la circulation, eh bien, ils contrôlaient, ils arrêtaient 3 à 4 fois plus d'Africains américains par rapport aux Blancs américains. Et vous savez à quel moment, Louis, il n'y a plus de différence au moment de la nuit tombée. Les policiers ne voient plus qui est dans le véhicule, ils ne repèrent plus la couleur de peau et ils arrêtent les véhicules en fonction de la couleur du véhicule ou en fonction du véhicule. Et lorsque vous arrivez à 19h-20h, heure d'hiver ou heure d'été, eh bien, vous n'avez plus de différence. Ça veut bien dire qu'il y a un problème de discrimination qui existe encore. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait, si on le voulait vraiment, qui pourrait être supprimé. C'est une question de politique publique. Et maintenant, quand on regarde l'attitude des politiciens, il y a eu ce discours du 14 juin Oui, du président Macron oui, oui, qui a dit qu'il allait être oui, très ferme dans la oui, lutte contre le oui, racisme, oui, mais dans le même temps, il a oui, essuyé d'un revers de main oui, toutes les revendications oui, sur les statuts qui devaient être déboulonnés, oui, dont certains demandent le déboulonnage. oui. Est-ce que le président n'a pas, en quelque sorte, raté son discours sur ce Non, il plan? n'a pas raté du tout son discours par rapport à son intérêt électoral. En fait, on n'est pas à armes égales. En fait, on n'est pas sur le même registre de langue. Là, par exemple, on est en train de s'exprimer, Louis, et en fait, moi, je ne vais pas après me présenter aux élections, je ne vais pas gagner plus d'argent ou moins d'argent en fonction des propos que je tiens devant vous. Sauf que Emmanuel Macron, lui, quand il s'exprime, il est président de la République, il va avoir affaire à des élections. Puis après, il est parti pour sa réélection, ou pas en 2022. Donc quand il parle pas comme un intellectuel qui se dit qu'est-ce que je vais dire de juste, qu'est-ce que je vais dire de vrai, qu'est-ce que Pourtant, je vais c'est le dire. même président qui Non, avait dit que mais oui, la mais lui, colonisation avait été un crime mais contre l'humanité. entre-temps, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que ils sont dans ces équipes, ils sont comme tout politique, ils sont les yeux sur qui sont les gens qui votent pour moi. Où il est mon électorat. Et c'est un secret de polichinelle, vous le savez, son électorat, aujourd'hui, il n'est pas ni à droite ni à gauche, il est plutôt à droite. Bon, il penche à droite. Donc c'est très simple. Il analyse la situation en disant il y a deux camps. Il y a d'un côté les jeunes, d'un côté le mouvement antiraciste pour le faire simple, et puis de l'autre côté il y a les policiers et le camp de l'ordre et la droite française qui vote pour moi. Donc je vais faire thèse, antithèse, une bonne dissertation à la française. Je vais commencer par dire 2-3 mots sur le racisme qui ne mange pas de pain, il n'y a aucune mesure, il n'y a rien. Le racisme c'est pas bien. Ah oui, le racisme c'est pas bien. Très bien, voilà ce qu'il dit. Et puis ensuite, police friendly, etc. Il explique parce qu'il parle à son camp.
Parce que il a si son électorat tournait un peu plus à gauche ou s'il se disait je vais jouer mon élection sur cette jeunesse qui va massivement voter, vous allez voir son discours il va changer complètement. Il va dire voilà, j'ai une série de 5 mesures contre le racisme. À partir de demain matin, ça sera plus possible. Donc il va commencer par dire oui, je respecte la police, c'est très important, les policiers, on est solidaires, mais ça sera plus possible parce qu'il faut faire ça, ça, ça et ça. Donc vous voyez, quand on analyse le discours d'un politique, et là où son discours est le plus catastrophique, je le dis, c'est que il utilise des termes qui sont... Il veut séduire la droite républicaine et il utilise les termes de la droite identitaire. Quand il dit ce sont des séparatistes. Quels séparatistes? Quels séparatistes? Les gens qui sont dans la rue, si vous allez dans les manifestations, vous verrez des gens qui disent on veut être traités comme des Français à part entière. On ne peut pas traiter d'anti-français et de séparatistes des gens qui disent on veut être Français à part entière. Traitez-nous comme des Français. On veut être plus Français par rapport aux policiers. On ne veut pas être contrôlé 15 fois. On veut être contrôlé comme tous les autres Français. Les gens qui réclament depuis des années que cessent les discriminations, on ne peut pas les appeler les diviseurs de ce pays. C'est pas eux qui font la séparation de ce pays. C'est bien les discriminations qui séparent les gens. C'est pas ces gens qui un matin se sont dit très très bien, on va faire parler de notre couleur de peau. C'est une très bonne idée en France, on va dire qu'on est noir, c'est formidable, on va le dire dans notre travail, on va le dire partout, on va apprendre à nos enfants ça et le dire partout, le répandre, faire des manifestations pour dire qu'on est noir. Est-ce que c'est comme ça que s'est produit l'histoire de France? Non, ça n'existe pas. Et même aux États-Unis, non plus. Aux États-Unis, le tort qu'ont eu les Afro-Américains, c'est de réclamer depuis l'origine d'être des citoyens à part entière. Ils ont voulu rentrer dans l'armée pour mourir pour le drapeau américain, à tel point que vous savez pourquoi le ministre de la Défense, le ministre de l'Armée aux États-Unis ne veut pas intervenir face aux manifestants? Louis, c'est très simple, 40% des soldats américains sont des Afro-Américains. 40%. Donc Trump, il peut dire n'importe quoi. Vous imaginez que le secrétaire à la défense, il va pas faire intervenir une armée qui ressemble en tout point, et cousin, frère de ceux qui sont dans la rue. C'est impossible. Donc on a là une communauté qui est une communauté non pas communautariste qui veut se séparer depuis l'origine, mais une communauté qui veut s'intégrer dans les pays où elle est. Et c'est ça que réclament les gens. Et Macron leur dit, vous êtes des séparatistes, vous êtes des déboulonneurs de statuts. Mais a-t-il remarqué qu'il n'y a pas eu de déboulonnage de statuts en France? Vous m'avez pas posé la question du déboulonnage des statuts. Il n'y a pas eu de déboulonnage. Il y a eu des déboulonnages aux États-Unis. Il y a eu des déboulonnages en Grande-Bretagne, en France. En revanche, les statues ont été dégradées. Il y a eu des peintures, des tags. Oui, mais il y a une différence entre déboulonner et taguer. On ne va pas caricaturer l'attitude des gens. Les gens, depuis des années, vous connaissez peut-être à Bordeaux une association qui s'appelle Partage, de Carfa Diallo, qui depuis des années travaille avec la municipalité pour dire Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Le Havre, ce sont des ports négriers, des ports qui se sont enrichis par la déportation des Africains pendant 4 siècles. Eh bien, le patrimoine urbain témoigne de cela. Mais quand il y a une statue, quand il y a un nom de rue, c'est pas neutre. C'est comme des petits panthéons urbains, c'est comme des petites légions d'honneur dans le paysage urbain. Alors que dit Carfa Diallo, que dit Mémoire et Partage? Ils disent on va débaptiser une rue et on va, pour le reste, mettre des plaques pour expliquer qui sont ces gens. Pas dire ils étaient abominables, ils étaient esclavagistes. Dire ça s'appelle contextualiser, expliquer l'histoire. Ce qu'on appelle la pédagogie mémorielle. Vous trouvez ça radical? Vous trouvez que c'est du séparatisme, que c'est de l'indigénisme, que ça met la France à feu et à sang? C'est de la pédagogie mémorielle. Il y a eu une tribune il y a peu de temps de Jean-Marc Ayrault, qui n'est pas un militant indigéniste, Jean-Marc Ayrault. C'est l'ancien Premier ministre français. Et il est aujourd'hui directeur de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Jean-Marc Ayrault dit cela, dit il faut apposer des plaques, mais il faut ouvrir les yeux. Vous ne pouvez pas vous promener dans une ville avec vos enfants français d'origine africaine ou antillaise et dire regarde ce monsieur il est formidable, ce monsieur il est esclavagiste. Non, vous avez une plaque et après vous vous faites votre propre jugement. Donc on n'est pas en France dans une voie extrémiste ou radicale. Or, il aurait pu dire ça, le président de la République. Il aurait pu dire, on a une voie française, qui est une troisième voie de modération, inventée par les municipalités, par les démocraties locales. Eh bien, allons-y, apposons des plaques. Non, il a voulu reprendre la même terminologie que celle qui est utilisée par, vous les connaissez, les Le Pen, les Zemmour, les etc. Non, ce sont des séparatistes. Il n'y a pas de séparatistes aujourd'hui, et en tout cas pas ceux qui ont manifesté
de manière très pacifique ces fameux 20 000 personnes et peut-être plus autour du comité Adama Traoré. Merci beaucoup. Merci. On va reprendre la conversation dans quelques instants, le temps juste de marquer une courte pause et nous revenons sur le plateau. Très bien. Sur la question de l'identité française, pour moi, elle ne se pose pas en fait. C'est quelque chose de complètement inné. Cette réflexion, ce questionnement, il est complètement absent pour moi aujourd'hui. C'est quelque chose d'inné, comme respirer. C'est pas quelque chose qu'on se pose la question. C'est quelque chose qui est inné. Voilà, ni plus ni moins. Aujourd'hui, on se pose pas trop la question de se dire si on est français, parce que notre génération à nous, elle a cette culture-là vraiment française. Nos origines, elles sont différentes. Nos parents sont nés peut-être à l'étranger, mais nous, notre culture, elle est vraiment en France. Ce qui prouve que je suis citoyen français, aujourd'hui, j'ai une éducation à l'européenne, j'ai fait mes études ici, j'ai grandi ici. Aujourd'hui, mes amis sont ici, toute ma famille, la plupart sont ici. Donc voilà, je défends la citoyenneté, je défends l'humain et non pas aujourd'hui la diversité de couleurs. Je suis donc française par hasard, parce que je suis née en France. J'aurais pu naître ailleurs, me faire massacrer comme plein de gens, quoi. Voilà, ce que ça signifie, c'est que c'est le hasard qui fait qu'on est quelque part, qu'on va vivre mieux qu'ailleurs. Et je suis émue parce que pour le moment, je trouve que c'est tellement dur ce qui se passe dans le monde, parce que c'est vraiment la merde pour beaucoup de gens, et j'espère juste qu'on ne va pas aller vers des conflits justement entre les gens qui ne sont pas responsables de ce qui se passe, quoi. Je suis né avec des papiers d'identité français, de parents français. Après, mes grands-parents étaient d'origine étrangère. Donc voilà, je me sens maintenant français, plus francophone quoi, que français, mais j'ai grandi avec liberté, égalité, fraternité dans le cœur, et j'espère qu'un jour ça existera vraiment. Pour moi, ce qui est français et là où je veux revendiquer mon côté français, c'est toutes les valeurs que peut porter la France en termes d'égalité, de fraternité, voilà, de rassemblement. Et c'est vraiment toutes ces valeurs-là qui m'interpellent et dans lesquelles je me reconnais le plus. Et aussi ce que peut mettre aussi les institutions voilà, pour favoriser les valeurs qui représentent la France. Nous sommes françaises! Nous sommes toujours en compagnie de François Durper dans cette édition de e-Talk qui est consacrée aux violences policières, à la vie citoyenne et à la citoyenneté de façon plus générale. Et nous étions en train de parler justement de toutes ces violences qu'il y a eu en France, des volontés ou de déboulonnage ou de tagage qu'il y a eu sur certaines statues. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, François Durper, considérer que être noir en France et être noir aux États-Unis, non seulement ce n'est pas la même histoire, mais ce ne sont pas non plus les mêmes gains en termes de droits civiques. C'est pas la même histoire. Vous avez, dans le cas des États-Unis, l'importance de l'esclavage sur le territoire américain qui est très fort. L'esclavage existe évidemment en France. Beaucoup de Noirs français sont des descendants d'esclaves également, mais vous avez la présence aussi de colonies, des vieilles colonies, Antilles, Réunion, et également Guyane, et puis évidemment ces vagues d'immigration plus récentes venant d'Afrique. On a donc des points très différents en fait entre ces communautés d'un côté africaine-américaine et de l'autre afro-française, où même il est difficile de les désigner parce que précisément ça fait un peu moins communauté qu'aux États-Unis. Vous avez une matrice, vous avez la NAACP qui est l'association qui défend Advancement of Colored People. C'est depuis le début du XXe siècle. Donc vous avez là une histoire qui est une matrice très forte. Donc quand vous êtes un Nigérian, quand vous êtes un Ghanéen et vous arrivez aux États-Unis, il y a une structuration communautaire déjà importante. Ce qui ne veut pas dire que vous vous fondez forcément facilement dans cette communauté africaine-américaine. Reprenez le cas de Barack Obama qui au début était qualifié de not black enough parce que son père était lui d'origine kenyane, qu'il n'était pas un descendant d'esclaves, sa maman était blanche. Donc on a des communautés qui sont différentes. En revanche, le point commun, c'est la persistance dans ces sociétés de discrimination. Mais finalement, le point le plus commun de ces sociétés, c'est pas la question noire, c'est la question blanche.
C'est-à-dire que les blancs américains comme les blancs français aujourd'hui sont dans une position de doute sur leur position de domination. Si on prend l'idée de majorité-minorité, ils se disent qu'est-ce qui nous arrive? Alors, du côté des États-Unis, ce qui est très intéressant dans les manifestations que l'on voit, c'est que vous avez une partie de l'Amérique blanche qui est en train de basculer dans une prise de conscience. Quand vous prenez, il y a à peu près 10 ans, la question aux blancs américains, est-ce qu'il y a du racisme dans la police? Ils vous répondent non. Il y a de la délinquance, de la violence, etc. Est-ce que vous avez, il y a du racisme pour votre voisin noir? Pas plus que pour moi, non. La question du racisme, elle est pour l'Afro-américain qui a conscience du racisme, mais pas pour le blanc américain. Aujourd'hui, vous avez plus de la moitié des blancs américains qui considèrent que le racisme est un problème. Et que le racisme, c'est pas un racisme comme ça en l'air, c'est un racisme contre la communauté noire. Et Plus comment de la s'est moitié opérée des blancs cette prise américains. de conscience-là? Eh ben, vous avez une génération nouvelle. Déjà, c'est plus pour. Alors évidemment, c'est pas tous les blancs américains. Quand on les détaille, ces blancs américains, ce sont les libéraux, c'est les progressistes, plutôt des démocrates. Ce sont plutôt des jeunes, et ce sont plutôt des que vous avez vus dans la rue. Et d'ailleurs, comme c'est le Covid-19, ils n'ont pas repris l'université, donc vous avez eu beaucoup d'étudiants blancs dans la rue. Et ces étudiants blancs, ils se disent, oui, il y a une... Alors, dans les années 60, il y avait aussi des blancs solidaires du combat Moins afro-américain, nombreux. mais là, c'est très massif. Et là, on voit bien qu'on a une jeune génération, que cette Amérique, elle n'a pas le même visage. Faut pas oublier que au moment des années 60, au moment des grandes... bon, on a parlé de 68, après la mort de Martin Luther King, ou de 67, avec les émeutes de Detroit, les révoltes de Detroit, eh bien... il y avait l'interdiction de se marier entre noirs et blancs. Ça a été autorisé par la Cour suprême en 1967, par l'arrêt Loving versus Virginia. Aujourd'hui, vous avez 1/5 des couples aux États-Unis, mariés, je ne vous parle pas d'États, mariés, qui sont des couples mixtes. 1/5 des couples. Donc vous voyez, cette Amérique, elle n'est plus du tout l'Amérique communautaire qu'on a décrite. Il y a simplement des jeunes qui se vivent ensemble et quand on a dit ils se mettent à genoux devant les Noirs, c'est pas ça, c'était un signe de solidarité. On le voit bien, tous ces jeunes sont en signe de solidarité. Ces policiers sont en signe de solidarité. On l'a vu les images aux États-Unis. Donc vous avez cette question blanche qui est en train d'évoluer. En France, j'allais dire que c'est un peu compliqué. Et qu'est-ce qui fait que ce soit plus compliqué en France Parce qu'aux qu'en France, États-Unis? la France se pense comme un pays universaliste, comme un pays où on ne voit pas la couleur de peau, comme un pays... vous avez un peu... vous voyez qu'aujourd'hui, la stratégie consiste à dire le racisme, c'est eux. Malcolm X disait, vous savez, dans son dernier discours, il disait « Vous verrez, les médias vous font passer les bourreaux pour des victimes et l'inverse. » Donc, les séparatistes, ceux qui sont racistes, ce sont ceux qui le subissent. Mais il y a quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'effectivement, au bout d'un moment, les gens, ils ont un peu marre et ils se disent, on va se structurer, on a compris, on va, etc. Moi, je peux être même un lanceur d'alerte, parce que je suis blanc et je vois bien les quelques personnes qui, depuis quelques mois ou années, me disent, reste dans ta communauté, etc. Il y a quelques personnes, mais c'est pas massif. La plupart des gens sont patients, ont écouté les autorités, sont retournés chez eux quand on leur a dit la justice va arriver. La majorité des gens ont fait ça. Et aujourd'hui, la majorité des gens disent quand même, prenez en compte ce qu'on est en train de vous dire. Le racisme existe. Alors, ça se fait pas uniquement dans la rue. Et moi, je le vois, par exemple, il suffit de regarder Internet, même si Internet n'est pas toute la société française. Qu'est-ce que je vois, par exemple, ce matin? Je vois, Durper, il a dit ceci, mais moi, mon adolescente, elle retourne de l'école et elle a appris quoi? Que l'esclavage, c'était mal et que les colonisateurs, c'était pas bien. Alors là, on a envie de répondre pourquoi il faudrait apprendre l'inverse. Il faudrait apprendre que l'esclavage c'est bien. En quoi ça vous pose un problème qu'on apprenne ça? Et les cours d'histoire, ça commence à l'école primaire, ça se termine en classe de terminale. Je pense pas que tous les cours d'histoire de la classe primaire jusqu'à la classe de terminale, ils ne parlent que de la colonisation c'est mal et de l'esclavage c'est pas bien. Je ne pense pas. On n'est pas passé de rien du tout à les profs qui font que ça. Ce n'est pas vrai. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de... On déboulonne les statuts, mais c'est comme si les gens, on a l'impression qu'on les déboulonne eux-mêmes. On a l'impression que c'est eux qu'on déboulonne. Donc il faut entendre cette question blanche, il faut entendre ces gens qui disent « Oh là là, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe dans notre beau pays ?» Mais est-ce que ça participe aussi, est-ce qu'on peut dire que ce processus participe de cette extrême droitisation qui a cours en Europe, oui, bien sûr, avec la montée des nationalismes? Tout à fait, des populismes d'extrême droite, le fait qu'il n'y a pas eu de cordon sanitaire
au niveau médiatique sur les discours d'extrême droite et raciste. On prend l'exemple d'un éditorialiste très, très clair qui est condamné pour quand même incitation à la haine raciale et qui fait des très gros scores d'audimat à 19h tous les soirs sur une chaîne info française. Mais là, je dis cordon sanitaire. Vous savez, cordon sanitaire, ce que les Belges appellent cordon sanitaire médiatique, ça veut dire pas de propos d'extrême droite, pas de propos racistes sur les chaînes d'information importantes. C'est pas possible, parce que ça va travailler l'imaginaire des gens. Et les gens vont se dire, ouais, bon, d'accord, etc. Alors qu'il dit n'importe quoi. Donc on va pas faire à chaque fois La dernière fois, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit 80% des Blancs aux États-Unis sont tués par des Noirs. Sauf que 80% des Blancs américains, 84 pour être précis, sont tués par des Blancs. Les crimes sont intracommunautaires. Mais on peut pas passer, moi je peux pas passer ma vie tous les soirs à regarder cette chaîne-là et à dire ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Et à quoi sert le CSA si on ne peut pas justement appliquer le cordon sanitaire? Faut les inviter, faut le leur Conseil demander. supérieur de l'audiovisuel. Mais oui, mais ça veut dire que ça casse le vivre ensemble, parce que cette question blanche, elle se pose. Donc ça veut dire qu'il faut leur parler aux gens qui sont dans cette situation-là, en leur disant, on est en train de construire quelque chose en commun. Donc il faut construire en commun. Et il faut écouter quand les gens vous disent on subit le racisme, et pas tout de suite dire racisme anti-blanc parce que on vous a dit quelque chose, etc. De l'ordre de parce que c'est pas du tout la même chose. Le racisme, qu'est-ce que ça veut dire? Un cas très concret, une dame qui fait le meilleur score dans sa banque, je vais pas donner la banque, mais je vais donner la région, Poitou-Charentes, et elle fait le meilleur. Normalement, elle doit être promue directrice adjointe de sa banque. Le process part, on n'a pas vu sa photo. Donc hop, ils disent très bien, meilleur score, le process, elle va devenir directrice adjointe. Et puis on se déplace dans l'agence, on voit la dame d'origine burkinabé. Et puis là ça bloque, ça fait 2 ans que ça dure, plus rien. C'est resté, madame, on revient vers vous, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut tous travailler en Île-de-France parce qu'il y a peut-être un petit peu moins de discrimination, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est très compliqué pour les personnes qui sont là, qui sont françaises, qui veulent simplement s'intégrer dans ce pays, avoir un métier pour leurs enfants. Vous savez, la question, moi, je pense fondamentale, c'est la question de l'école, c'est la question scolaire. Parce que en ce moment, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui n'ont pas de poste de responsabilité et vous avez trop peu de personnes qui ont des postes de responsabilité qui sont un peu isolés. Je vous donne un cas très très concret. Si à l'école, vous avez une école qui est pas, parce qu'il y a un gros problème scolaire, qui est le problème de la ségrégation scolaire. Vous êtes dans un quartier, vous échappez pas à la carte scolaire, et vous allez vers un certain métier. C'est très très difficile d'échapper à ce destin scolaire. Ce que Bourdieu disait, la reproduction sociale en 1970, maintenant c'est une reproduction sociale et ethnoculturelle. Pourtant, Sciences Po essaie d'ouvrir les portes également pour... Simplement laisser à l'école publique la possibilité que tout le monde puisse réussir. Ça c'est fondamental. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans les rédactions des journalistes, quand c'est la rédaction, c'est toutes les mêmes personnes, issues de la même origine. C'est comme l'affaire MeToo. Si vous avez des rédactions qu'avec des hommes, et comment vous voulez appréhender les affaires d'harcèlement, les affaires... les rédactions... les rédactions de journalistes, elles sont maintenant mixtes. Il y a des hommes, il y a des femmes, ça discute, ça débat. S'il y a un mec qui est un peu sexiste, il y a une femme qui lui dit ça va, tu vas te calmer un peu, etc. Sauf que là, ça n'existe pas sur cette question noire aujourd'hui en France, parce que il n'y a pas suffisamment de personnes à poste de responsabilité dans les endroits où se prennent les décisions. Et ça, c'est fondamental. C'est pas juste 3 ou 4 personnes, parce que quand je vais dire ça, on va dire mais vous dites quoi, Sibeth Ndiaye, elle est porte-parole du gouvernement. Alors, elle est un peu toute seule, et puis 2, dès qu'elle dit quelque chose, hop, on lui tombe dessus. Donc, c'est un peu désespérant. Mais c'est comme l'affaire de Barack Obama. Barack Obama, président des États-Unis noir. Donc là, vous avez maintenant toute une génération de blancs conservateurs qui disent « vous n'avez plus le droit de nous parler de racisme. Votre président est noir. Donc, ne vous parlez plus de ça. » Sauf que ça suffit pas. C'est pas parce qu'il est président qu'il faut une stratégie de responsabilité massive. Pas pour, c'est pas ce que je dis là, c'est pas faire une secte pour que les Noirs soient partout, etc. C'est juste pour que le pays soit juste égalitaire. C'est juste ça.
C'est les principes de base en fait des pays dans lesquels on vit, la démocratie. Est-ce qu'aux États-Unis, où on a trouvé par exemple cette solution de la discrimination positive, affirmative action, qu'on traduit Ouais. en français par discrimination positive, est-ce que la France ne doit pas réinventer quelque chose à peu près dans cet esprit, comme elle l'a fait pour les femmes, comme elle l'a fait pour les personnes handicapées, en direction des populations noires, par exemple? Vous l'avez dit, la question et la réponse à votre question. Ça a été, faut pas dire que les statistiques ethniques. Alors on dit, faut pas faire ça parce que ça divise le pays. Mais on a fait la parité pour les femmes. On a fait un pourcentage de personnes qui souffrent d'un handicap dans les entreprises, et on le ferait pas pour les motifs ethno-culturels, parce qu'on va dire, encore, on va reprendre la même excuse. Vous êtes les racialistes, vous êtes ceux qui veulent mettre cette question mais non, pas plus que Martin Luther King. Martin Luther King disait en 1963, « Je rêve d'un pays où mes 4 petits-enfants soient pas jugés sur la couleur de leur peau. » Mais il rêve d'un pays. Il sait que c'est pas ça le pays. Donc il va discuter avec Lyndon Johnson, le président de l'époque, et il lui dit pour qu'on rêve de ce pays-là, il faut qu'aujourd'hui on m'assure que les conséquences de cette société raciste n'aient pas de conséquences précisément à l'embauche dans les universités. Donc on a mis en place en 65 le décret qui s'appelle Affirmative Action, qui n'est pas discrimination positive, qui est action affirmative, traduit faussement en français pour déjà discréditer ces dispositifs. Moi, mon avis, c'est qu'il faut réclamer beaucoup pour avoir peu. Donc, pas lâcher rien du tout et pas commencer à débattre sur statistiques ethniques, c'est pas bien, etc. Demander beaucoup, et si les statistiques ethniques ça convient pas, eh ben il faut qu'on propose autre chose. Mais au moins si vous proposez quelque chose de fort, eh bien, les gens seront obligés de se dire, si vous-même vous dites je vais pas proposer ça parce que ça va être un peu trop, vous êtes sûr que vous allez rien avoir à la fin. Donc, mais est-ce qu'on peut rêver d'avoir un Martin Luther King à la française aujourd'hui, et qu'est-ce qui empêche l'émergence d'un tel... Non, mais il n'y a pas de Martin Luther King à la française, mais il n'y a même plus de Martin Luther King à l'américaine. C'est fini, ça n'existe plus. On est maintenant dans ce qu'on appelle, les sociologues appellent une société horizontale, une société liquide. Il n'y a plus de verticalité. Donc il n'y a plus de chefs, c'est fini. Même les chefs, vous voyez, on vote pour eux 4 ans et ils s'en vont, 5 ans et ils s'en vont. Donc il y a une horizontalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le temps des réseaux sociaux. C'est le temps de, en 24 heures, bam, 20 000 personnes devant le tribunal. Qui a vu ça? Juste les gens qui étaient sur Snapchat, sur Insta, sur etc. Oui, par rapport à Adama Traoré. Mais aux États-Unis, pareil. Regardez qui s'exprime aux États-Unis. La fille de Martin Luther King s'exprime. Ça veut dire qu'il n'y a plus Martin Luther King, il y a sa fille. Et ça veut dire qu'on n'attend plus maintenant de grands leaders. C'est maintenant tout un mouvement. Alors évidemment, c'est compliqué après de se mettre autour d'une table pour essayer d'avancer, parce qu'il y a une crise du leadership. Et précisément, il n'y a pas un leadership établi. Et ça, c'est évidemment des questions qui se posent dans nos démocraties contemporaines. Très bien. On va marquer une dernière pause et on reprend juste sur la dernière ligne droite après cette pause. Parfait. Je suis maire adjointe à Bondy, en charge des politiques mémorielles, avec une spécificité aussi sur tout ce qui est lutte contre le racisme et les discriminations. Je suis engagée en politique depuis maintenant bientôt 10 ans. Et en fait, avant d'être engagée en politique, j'ai été engagée dans le milieu associatif. Et mon engagement politique a été la suite logique de mon engagement associatif. Le fait déjà d'être engagée en politique, pour moi, montre que je me sens pleinement et entièrement française. Après, mon engagement politique ça a été en fait un cheminement que j'ai fait suite à des événements et des actions qui ont eu lieu au niveau national. Parce que déjà, j'ai subi un certain nombre de choses personnellement parlant, mais le vrai déclic pour moi, ça a été les émeutes de banlieue en 2005, où là, je me suis dit, il est important de s'engager en politique, et j'avais le sentiment
que quand j'écoutais les politiques, j'avais pas de personnes qui nous représentaient. Quand je dis qui nous représentaient, je veux dire jeunes femmes françaises issues de l'immigration, nées en France, qui a grandi dans un quartier populaire, mais j'avais pas de personnes qui représentaient ce profil et qui avaient la possibilité de parler en mon nom. Et donc les émeutes de 2005 ont été le déclic pour moi de l'engagement politique, et être engagée en politique et citoyenne française, c'est être une femme de terrain, c'est être une femme au plus proche des gens, c'est être une femme qui s'engage pour des causes, pour des luttes, et c'est là le sens de mon engagement politique. Et je pense que n'importe quel citoyen, qu'il soit engagé dans le milieu associatif, qu'il soit engagé dans le milieu politique, ou qu'il mène des actions de solidarité, c'est une forme pour moi d'engagement politique. Et c'est ça aussi la citoyenneté française. Merci de nous retrouver dans cette dernière partie de e-Talk consacrée à la question des violences policières et de la vie citoyenne, la vie ensemble, le vivre ensemble. Nous y sommes ensemble avec François Durper. J'aurais pu également simplement te regarder parce que tu présentes également une émission à l'École du Bonheur sur Demain TV. Oui. Et c'est Oui, déjà, c'est ça. déjà quelque chose aussi sur le vivre ensemble. Oui, exactement. En fait, l'idée, c'est, alors on se retrouve évidemment tous les jeudis à 18h. C'est une émission, en fait, c'est du live, c'est sur ma page Facebook et sur mon Instagram en live. Et ensuite, c'est diffusé sur Demain TV. On remonte un tout petit peu. Et l'idée, c'est, j'ai un invité et on parle de ses bons souvenirs, on parle de sa conception du bonheur, on parle aussi d'un monde meilleur, quelles propositions on peut faire pour construire un monde meilleur. Donc, on essaie de se projeter dans des choses très positives et très optimistes. Donc, oui, surtout dans le contexte actuel, parce que nous parlions tout à l'heure de violences policières, mais la vraie question que ça pose, c'est que on a eu à un certain moment le vocabulaire sur la guerre des civilisations, sur la guerre des religions. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est entré dans la phase de la guerre des races, pratiquement. Non, parce qu'en fait, c'est une manière de voir en fait le verre à moitié vide, mais le sociologue et l'historien, il prend le long terme et il se dit c'est pas ça du tout qui se passe. En fait, vous voyez ça parce que en fait, il y a des problèmes parce que les gens avant ils se rencontraient pas. Maintenant, les gens se rencontrent, donc il y a des points de crispation. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, moi, j'ai travaillé, après ma thèse, j'ai travaillé sur l'immigration africaine aux États-Unis, en particulier sur la communauté guinéenne, dans l'Ohio, une grosse communauté guinéenne. Qu'est-ce qui se passe? Génération d'avant, les Soussous, les Malinqués se mariaient pas trop, et les Peuls entre eux. Là, aux États-Unis, il y a des mariages mixtes. Au sein de la communauté guinéenne. Au sein de la communauté guinéenne. Donc ça veut dire que on se dit, oh là là, les gens en fait sont en guerre. Mais les gens n'ont jamais été aussi ouverts qu'aujourd'hui. Les frontières. Pourquoi il y a un problème de frontières, de populisme, d'extrême droite, etc. Parce que en fait, les gens, au contraire, sont face à l'ouverture. Donc se disent oui, mon fils peut rencontrer une telle, ma fille peut rencontrer un tel. Ce monde est tellement ouvert que se pose ce point de crispation. Les rapports de domination sont contestés. Pourquoi on disait tout à l'heure, si vous pouvez reprendre un point de comparaison, vous dites que c'est pas pire qu'avant. Il y a Will Smith qui disait à peu près la même chose en disant ce n'est pas qu'il y a plus de racisme aujourd'hui. La différence entre hier et aujourd'hui, c'est qu'il est filmé. Oui, alors vous savez quand même que les Black Panthers, dans les années 70, c'était une de leurs innovations, filmer les interpellations policières. Maintenant, la différence, et Will Smith, il a raison, maintenant il y a les smartphones. Donc c'est beaucoup plus diffusé, c'est beaucoup plus globalisé. Mais effectivement, il y a aujourd'hui... Mais ce qui est intéressant, c'est ce rapport de domination. Il y a un livre de Fareed Zakaria qui parle du monde post-américain, et il parle de The Rise of the Rest, la poussée du reste du monde. Nehru le disait en 1945, l'Europe n'est plus au centre du monde. Mais les Européens, il leur a fallu tant d'années pour s'apercevoir qu'ils sont plus dans cette situation de domination. Ne plus être dans cette situation de domination, ça veut pas dire qu'on n'existe plus. Ça veut pas dire qu'on n'a plus de culture. Ça veut pas dire qu'on va être submergé par des vagues d'étrangers. Ça veut dire que c'est le grand remplacement. Mais oui, mais parce qu'ils se disent que si on n'est plus à la conquête, alors c'est qu'on est conquis. Mais faut être un grand malade pour penser comme ça. Non, il faut simplement se décontracter et se dire qu'on peut justement, le thème de ton émission, c'est le vivre ensemble. On peut vivre ensemble sans rapport de domination. Les femmes ne remplacent pas les hommes. Les peuples, aujourd'hui, l'Inde est debout. L'Afrique sera bientôt le plus grand continent, pas uniquement en démographie, mais on le voit déjà, les rapports de force géopolitiques sont en train, par rapport au Covid-19,
Franchement, vous regardez la manière dont ont réagi les systèmes de santé des pays africains. Au début, on leur promettait le désastre. L'OMS disait, mais vous allez voir, l'Afrique, c'est catastrophique. Non, il y a eu d'abord, les populations ont compris l'état d'urgence, ont compris les situations de confinement. Il y a eu plus de masques au Cameroun qu'en France, où on attendait toujours les masques chinois 1 mois et 2 mois plus tard. Donc ça veut dire que il y a des pays qui ont montré là, attention, c'est plus du tout comme avant. N'ayez plus le regard que même par rapport à la Chine. Il y a eu des choses qui sont passé aussi, parce que malheureusement, à l'occasion du Covid-19, il y a eu des mouvements de racisme très forts contre la communauté nigériane, ghanéenne, dans certaines régions chinoises. Il y a eu des rapports géopolitiques qui sont en train de bouger. Alors évidemment, en ce moment, les rapports de domination restent encore très très forts. On ne fait qu'inviter certains pays dans le G20 et dans le G7. Mais si on regarde à 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va s'apercevoir que ces sociétés, elles sont en mouvement et que on peut peut-être se désespérer en regardant juste ce qui se passe aujourd'hui, mais si on se projette sur la génération de nos enfants et la génération de nos petits-enfants, on peut se dire que eux vivront dans un monde où, précisément, peut-être que Martin Luther King avait juste 60 ans de décalage, mais eux, précisément, pourront vivre dans un monde où ils ne seront plus jugés sur la couleur de leur peau, qu'ils soient noirs ou blancs. Parce que, comme le disait Mandela quand il est sorti de prison, moi je me suis battu toute ma vie contre la domination des blancs sur les noirs. S'il faut que je me batte pour l'inverse, je me battrai pour l'inverse. Je suis pour une société arc-en-ciel, où il n'y ait plus de rapport de domination. Et ça devrait être quand même largement possible. Mais comment est-ce qu'on procède aujourd'hui, pour toi qui as l'expérience à la fois de la société américaine et de la société française, comment est-ce qu'on procède pour sortir des stéréotypes où on nous explique que la France n'est pas les États-Unis, le modèle républicain français n'est pas le modèle républicain américain, donc vous êtes victime d'injustice, mais on ne peut rien faire parce que on vous a invisibilisé en quelque sorte. En fait, moi je suis plus maintenant, je pense qu'il faut passer tout ce qui est discours, tout ce qui est discussion. Les Français aiment bien, par exemple, discuter. Ils sont tous académiciens. Ils aiment tous discuter sur racisme systémique. Tu ne peux pas dire ça parce que ceci, cela. On discute sur des mots. Alors qu'en fait, la base, ça serait d'être pragmatique, se dire, bon, s'il y a un peu de racisme, il faut le faire reculer. S'il y en a beaucoup, il faut le faire reculer aussi. On va être très pragmatique. Angela Davis, elle a une phrase qui est très belle. Elle dit, dans une société où il y a du racisme, le choix n'est pas entre être raciste et ne pas l'être. Le choix est entre raciste et être antiraciste. Je prends un exemple très concret pour que la phrase d'Angela Davis apparaisse à tous. Quand vous êtes footballeur, vous êtes sur un terrain de foot et il y a des cris de singe et des bananes qui arrivent sur la pelouse. Le problème, c'est peut-être les racistes qui sont dans le stade, mais c'est surtout tous ceux qui ne sont pas racistes qui sont sur la pelouse et qui te disent calme-toi, calme-toi, au lieu de tous sortir. Parce que si tout le monde sortait, tu connais l'économie du foot et tu connais l'économie précisément. Et précisément, si les matchs étaient interrompus, ils résoudraient le problème très rapidement. Le problème, c'est qu'il y a des racistes en tribune et que les autres sont non racistes et que ça suffit pas. Il faut des racistes et des antiracistes. Si tous les partenaires, les joueurs noirs des équipes européennes étaient antiracistes et se disaient il n'y a pas de place pour le non-racisme. Il n'y a pas de non-racistes. Il y a des racistes et des antiracistes. Si tu te bats pas pour ton pote qui joue avec toi, à qui tu fais la passe pour qu'il aille marquer, etc. Et quand tu te fais insulter, ça dépasse le foot. Là, on sort tous du terrain. Et là, on règle le problème ensemble. Et donc, je pense que le problème, il est là. Et l'antiracisme, il s'éduque à l'école. Il y a une Américaine qui s'appelle Jane Elliott qui a justement construit des dispositifs contre les préjugés qu'elle a mis en place juste après la mort de Martin Luther King, après 1968, 69, 70. Et c'est des dispositifs très très concrets pour déconstruire les préjugés les uns sur les autres. Et en particulier les préjugés que les Américains blancs pouvaient avoir sur leurs camarades. Parce que tout ça, c'est une histoire aussi de peur. Ce qu'on a montré, c'est que ces policiers... C'est que, en fait, il y a une enquête, par exemple, qui montre que l'action violente des policiers noirs aux États-Unis, c'est pas un problème de couleur de peau, c'est un problème de police. Quand tu es dans la police, que tu sois noir ou blanc, ton action violente existe. Et pour quelle raison? Alors, il y a la question de la peur. C'est-à-dire que l'homme noir dans la société américaine a peur de sortir aujourd'hui dans la rue.
La femme noire a peur d'avoir un petit ami noir. Moi, c'est pas uniquement de la sociologie. On me l'a dit. Il y a des amis qui me l'ont dit, des copines qui m'ont dit, je suis à Seattle, mon petit ami il est noir et j'ai peur dans la voiture. J'ai peur quand je vois la police. Pourquoi cette histoire de peur? C'est un cercle vicieux de la peur. C'est-à-dire que tu as peur de sortir parce que tu as peur de la police. Et pourquoi? Parce que la police a peur. Parce qu'on est dans un pays de fous où tu as plus d'armes que le nombre de population. Et où la police, dès qu'elle intervient, peut se dire « mets ta main juste, tu sors du véhicule, etc. » Et il faut éduquer les enfants à ne pas réagir ou à réagir de manière très soft. Et même quand tu réagis de manière très soft, tu peux arriver à des situations comme il s'est passé pour le pauvre George Floyd, et c'est pas la première fois que ça se produit, c'est tout le temps. Et à Minneapolis, les gens en ont eu marre parce que c'était le troisième mort en l'espace de très peu de temps. Donc ils ont été très patients. Est-ce que le contexte préélectoral, je veux dire pré-campagne présidentielle, à la fois aux États-Unis et en France, peut permettre d'avancer sur ce dossier de la lutte contre le racisme dans les deux pays? Là, l'avantage, c'est que la question est au centre. Donc il ne faut pas que la question quitte le débat. C'est un peu différent. Dans le cas américain, l'élection, elle est maintenant. Elle est en novembre prochain. Et Trump, il a fait un choix, ce qu'on appelle la stratégie du Sud, c'est-à-dire qu'il a fait le choix du vote des Blancs, et des Blancs avec préjugés. Pourquoi? Les anciens confédérés. Les anciens confédérés, ouais. C'est-à-dire qu'il a décidé de faire, qu'est-ce qu'on appelle la stratégie du Sud? La Southern Strategy. Elle a été mise en place depuis Nixon. Et c'est un conseiller de Reagan qui a dit, voilà notre stratégie. De donner des petites cartes postales à cet électorat raciste. On ne peut pas leur dire, chers compatriotes, les Noirs sont des singes, on va tous les exterminer, c'est pas possible. Donc on leur fait des petites cartes postales. Petite carte postale, ça veut dire quoi? Le dernier discours de Donald Trump, il est où son meeting? Il est à Tulsa, lieu où s'est produit le plus gros lynchage de l'histoire américaine en 1921, et il voulait le faire le Juneteenth, le jour précisément où a été annoncée l'abolition de l'esclavage au Texas, qui est une date très importante pour les Africains américains. Carte postale, c'est pas pour rien. Celle qui a tout vu, c'est Toni Morrison, la chère disparue Toni Morrison, qui, prix Nobel de littérature, a dit juste après, a fait une tribune juste après l'élection de Donald Trump, où elle a dit Making America White Again, et qu'en fait Donald Trump, c'était pas du Great Again, c'était une grande question identitaire. C'était l'Américain blanc qui a l'impression que cette Amérique lui échappe et que cette Amérique est en train de devenir une Amérique brown, une Amérique beige, avec les beige Americans. Et ils se disent, qu'est-ce que c'est? Je suis perdu dans mon identité. Cette Amérique n'est plus anglo-saxonne. On peut le rassurer et dire que l'Amérique n'a jamais été anglo-saxonne. L'Amérique a été italo-américaine, a été slave, a été juive. Elle a toujours été travaillée par toutes ces forces-là. Et ce qui se passe peut-être aujourd'hui, c'est que dans les années 60, il y avait un peu ce qui a donné naissance au multiculturalisme. Chaque communauté était un petit peu dans son couloir, alors qu'aujourd'hui, les gens se rencontrent, les gens s'épousent, les gens construisent ensemble. Et c'est ça qui dérange ceux qui sont les plus racistes. Parce qu'il y a une porosité culturelle que tu vois dans les séries, par exemple. Tu vois dans les séries, maintenant, tu as des couples mixtes, t'as pas et tu vois que cette Amérique, elle est en train de changer, elle est en train de bouger. C'est un paradoxe, hein, parce que tu vois que c'est l'Amérique d'hier, mais il faut pas, comme beaucoup de reportages qui sont un peu des marronniers, les vieux démons de l'Amérique, mais en fait, tu vois que tu as une Amérique qui bouge et qui manifeste contre l'Amérique d'hier. Il nous reste moins de 2 minutes, mais je ne voudrais pas terminer sans faire un rapprochement, et encore une fois, avec la France. La France a quand même accueilli le premier congrès où est né le panafricanisme. Et puis, c'est également en France qu'on a eu un président du Sénat qui venait de Guyane et qui a failli être président de la République en France. On ne se souvient pas toujours de cette histoire, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, après ce qui pouvait être considéré comme des avancées, comme une ouverture, un universalisme de la France, on en soit aujourd'hui à dire que la France est un État qui pratique du racisme systémique. Bien sûr. Comment on fait ce chemin? Ouais, bien sûr, c'était Gaston Monnerville, le président du Sénat, bien sûr. Mais Gaston Monnerville, il disait la France n'est pas raciste, je suis président du Sénat, deuxième personnage de l'État, et la France est raciste parce que je suis le seul. Donc c'était toujours ambivalent. Mais bien sûr, et je ne sais pas si tu as vu la déclaration il y a peu de temps de Spike Lee, qui a dit « chers amis français », et qui a dit « la France, je suis très fier de vous », etc. Parce qu'il a toujours l'imaginaire de cette France des années 50, et c'est pas uniquement un imaginaire, c'est la réalité. Tu le sais très bien, ces générations d'écrivains afro-américains qui venaient à Paris parce qu'il y avait cette mixité, etc. Alors, il faut pas
mythologiser, il ne faut pas non plus se dire que cette France était parfaite, etc. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait des choses qui n'étaient pas, enfin, on ne rencontrait pas ça aux États-Unis. Il y avait cette mixité de la société qui était très, très forte. Aujourd'hui, il y a aussi ça qui existe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement lire la France, je le dis pour tous ceux qui nous regardent, il ne faut pas lire la France uniquement en regardant certaines chaînes de télé à certains horaires. Il ne faut pas lire la France simplement à travers le prisme des discours politiques. Il faut lire la France dans sa société. Il se passe plein de choses, les gens se rencontrent, les gens vivent, font leur vie. Donc il y a des choses qui se passent. Et un pays, c'est pas les hommes politiques et les médias. Un pays, c'est la société. Et la société, elle est beaucoup plus vaste. Et on parlait tout à l'heure de société liquide. Donc ça veut dire que ce sont les gens qui font leur société, qui vont construire leur société pour l'avenir et qui éduquent leurs enfants surtout. Et c'est ce qu'on met dans la tête des enfants qui va construire la société de demain. Ce que disait Mandela quand il dit l'école, c'est l'endroit le plus fort pour transformer la société, qu'est-ce qu'il disait? Il disait précisément que c'est les enfants qui font une société qui se rate au présent, une société qui est raciste au présent ou qui est injuste au présent, si elle arrive à former correctement ses enfants et se prépare à un avenir meilleur. Donc, s'il n'y avait qu'une seule réforme à faire, ce serait une réforme de l'éducation. Et ça, c'est valable dans tous les pays du monde. Merci beaucoup, François Durper. Merci Louis pour ton accueil. Et merci à toute l'équipe technique. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Restez en compagnie de nos programmes. À bientôt.